Alors, je suis contente d'être devant vous aujourd'hui. C'est le résultat de plusieurs semaines de travail qui ont abouti à la publication samedi, dans le journal Le Monde, d'une tribune qui a été rédigée par 8 co-auteurs que vous avez ici et qui a été signée par 1067 femmes qui ont toutes en commun d'avoir été touchées par un cancer du sein avant 50 ans. C'était 1055 samedi, puis j'ai encore mis à jour les signatures qui continuent à arriver ce matin dans le train. Pour ma part, je viens de Lyon, je suis ingénieure de recherche en géographie dans un laboratoire CNRS. Ça, c'est mon vrai métier, à côté du cancer. Et mes co-auteurs, pour la plupart, sont membres de l'association Jeunes et Roses, qui est une association qui a différentes antennes partout en France et qui est une association de soutien aux jeunes femmes touchées par le cancer du sein. Et également en co-auteurs Virgilia et Marie, qui sont tous deux journalistes. J'avais vu Marie, je ne sais pas si elle est encore là. Elle est là-bas. Donc l'appel, je vais vous le lire, c'est un peu l'objet de mon intervention, mais avant ça, je voulais vous donner un peu des éléments de contexte pour vous dire comment on avait été amené à faire ce texte. Voilà. Donc l'histoire, elle commence pour moi il y a bientôt 4 ans, début novembre 2020, où je recevais un diagnostic de cancer du sein infiltrant hormonodépendant. J'étais enceinte de 7 mois, ça a rajouté une charge émotionnelle à l'épreuve. Et ce cancer, ça a été une surprise de par la grossesse déjà, mais aussi du fait que je rentrais pas dans les cases qu'on entend communément et qui nous ont été présentées dans les interventions précédentes, à savoir j'étais quand même jeune, j'étais pas issue d'une famille à cancer comme on dit, il y avait pas de cas de cancer dans ma famille. J'avais pas de consommation de tabac, d'alcool, pas ou plus que ça. J'étais en bonne forme. Donc j'avais pas un mode de vie non plus irréprochable, mais j'estimais que je rentrais pas dans ces cases. Donc la question de pourquoi moi s'est rapidement posée. Cette question, je pense que tous les malades du cancer ou de maladies chroniques se la posent. Certains malades décident de laisser filer et de se dire que c'est la fatalité et de concentrer leur temps de cerveau à se concentrer sur leur traitement. Alors c'est vrai que moi j'ai eu du mal à lâcher cette question, peut-être par des formations professionnelles ou juste par mon tempérament, mais du coup j'ai eu besoin de comprendre et je sais qu'il y a des malades qui ont besoin de comprendre. Alors j'aurais peut-être jamais la réponse, mais n'empêche que c'est ça qui m'a mobilisée ces 2-3 dernières années, par des lectures en santé environnementale et par des contacts de chercheurs en épidémiologie, de médecins, d'associations. C'est ainsi que je suis rentrée en contact avec André et l'association Réseau Environnement Santé. Et ces contacts, ils se sont concrétisés sous la forme d'une première tribune qu'on a publiée en juin de cette année dans la revue en ligne Terrestre. Et vous voyez que dans les co-auteurs, il y a déjà des personnes de l'association Jeunes et Roses. Il y a Fanny Thauvin, il y a Mélanie Courtier qui est la cofondatrice de Jeunes et Roses. Il y a André Sicolella, et puis il y a des chercheurs en épidémiologie, Xavier Coumoul, Myriam Coal, qui était sur une des diapos de Patrick Fénichel tout à l'heure. Il y a des malades du cancer, il y a Nelly Mathieu aussi pour Jeunes et Roses, et il y a des citoyens. Et cette tribune, elle avait pour objectif d'interroger les causes environnementales des cancers, et pas uniquement le cancer du sein. Ça me tenait à cœur d'adresser tous les cancers et d'être inclusive. Le but, c'était d'informer le grand public, de partir d'un citoyen lambda qui découvrirait ces données en ligne, comme pour restituer la démarche que j'avais eue, d'exposer les données mondiales du cancer qui sont en ligne sur le site du CIRC et qui sont publiques, mais tout le monde n'a pas forcément l'idée et l'appétence pour aller sur ce site assez complexe. Et puis, c'était de mobiliser. Donc, on avait lancé un appel à signature qui a recueilli plus de 1200 signatures citoyennes, dont plus de 500 malades du cancer. Donc je vous invite à aller le consulter, cet article, avec un appel à signature qui est toujours là et qui est ouvert à tous les citoyens. Donc les mois ont passé, on se retrouve en octobre et comme chaque année, vous connaissez ces images qu'on connaît depuis maintenant 30 ans. On sait que Octobre Rose, c'est un mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein et à la collecte de fonds pour la recherche. Donc bien sûr, les centres de soins se mobilisent. Vous avez ici une vue du centre Léon Bérard de Lyon qui organise un forum des associations. Vous avez dans l'espace public les associations de patients
qui tiennent des stands d'informations sur le cancer du sein, d'autopalpation ou des projections de films en lien avec le cancer du sein, et aussi beaucoup d'événements solidaires. Là, c'est Courir pour elle, qui est une association importante sur Lyon, qui organise des événements sportifs tout au long de l'année. Donc ces images, on les connaît bien sûr. Ruban Rose, c'est l'association qui pilote Octobre Rose en France depuis 30 ans. Et Ruban Rose, ils avaient publié sur leur compte Instagram au début du mois cette phrase-là: « Rêvons d'un avenir où la recherche avancera encore plus vite et où chaque personne touchée par le cancer pourra vivre dans un monde de guérison et de soutien. » Donc ça résume assez bien les motivations de Ruban Rose et d'Octobre Rose, qui sont le soutien à la recherche, le soutien des malades et la promotion du dépistage. Mais nous, les co-auteurs de notre tribune au mois de juin, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait pas rêver encore plus loin d'un monde où le problème sera pris à la source en agissant sur les facteurs environnementaux responsables des cancers, donc en se situant dans le champ de la prévention primaire en amont du dépistage, en fait, qui est bien sûr essentiel aussi. Donc partant de là, on a eu envie d'écrire un appel des femmes qui avaient été touchées par un cancer du sein, qu'on voulait publier pendant Octobre Rose, et ce texte, il s'est inspiré de la tribune citoyenne d'Anterrestre. Et pour cela, on a ciblé les femmes de moins de 50 ans pour confronter un peu la campagne Octobre Rose, qui repose sur le dépistage organisé après 50 ans, pour montrer que de plus en plus de femmes jeunes sont touchées. Et visiblement, ce sujet, les femmes jeunes touchées par le cancer du sein, c'était vendeur, puisqu'on a eu une réponse positive du Monde, qui ne nous avait pas répondu au mois de juin pour notre première tribune. Enfin, si, qui avait dit qu'on était trop long. On a dû raccourcir, on a dû répondre au format du Monde. Donc, début octobre, on a lancé un appel à signature sur les réseaux sociaux. Les femmes étaient invitées à lire l'appel et à renseigner leur identité. On était modeste, on visait un appel des 500 femmes. Moi, je pensais qu'on allait avoir du mal à récolter des signatures parce que les femmes, en signant, exposaient leur cancer. Or, on sait que ça peut être encore tabou, l'état de santé, on n'a pas envie de l'afficher dans le cadre professionnel notamment. Et en fait, contre toute attente, il y a eu une grosse émulation autour de cet appel et on avait déjà récolté 600 signatures en 24 heures. Au final, on est arrivé à plus de 1000 signatures. Avec la tribune qui est sortie samedi, avec les auteurs qui sont résumés à la fin, et puis la liste complète qui est accessible via un hyperlien que je mettrai à jour régulièrement. Donc là, normalement, j'ai le temps de vous le lire, l'appel, pour ceux qui ne sont pas abonnés au Monde et parce que le texte, je précise que je pourrais l'envoyer via le site de Réseau Environnement Santé sur mon Google Site que j'ai fabriqué là. Je l'ai rajouté le texte intégral de la tribune avec toutes les notes, les références des études scientifiques. Alors, donc ça commence par moi, donc je vais me représenter. Je m'appelle Fanny Arnaud. En 2020, j'ai été touchée par un cancer du sein invasif diagnostiqué pendant ma grossesse. J'avais 36 ans, aucun antécédent familial et je ne me reconnaissais pas dans les facteurs de risque classiquement invoqués dans les campagnes de prévention, à savoir le tabac, l'alcool, le surpoids ou la sédentarité. D'après l'INCa, ces facteurs seraient à l'origine d'un tiers des cancers du sein évitables chaque année en France. Alors, pourquoi moi ? Comment expliquer ces cancers qui se développent sans cause apparente ? Je m'appelle Sandra Bogodjevic. J'avais 24 ans lors du diagnostic de mon premier cancer du sein. Naturellement, à cet âge, sans antécédent et avec une bonne hygiène de vie, la question « pourquoi moi ?» s'est rapidement posée, d'autant plus lorsque mon cancer a récidivé il y a 2 ans. Je m'appelle Justine Rojas. Mon cancer du sein déclaré à 26 ans a une origine génétique. J'ai intégré l'association Jeunes et Roses pour trouver du soutien auprès de jeunes femmes qui vivent la même chose que moi. J'anime des ateliers de prévention dans les lycées et je me sens utile. Pour autant, que répondre lorsque les ados nous demandent « si j'ai pas de mutation génétique, je ne bois pas, je ne fume pas et je fais du sport, je n'aurai pas de cancer, c'est sûr ?» Nous sommes 1067 femmes à avoir été touchées par un cancer du sein avant 50 ans, à un âge où il n'est pas normal de tomber malade.
Nous souhaitons dépasser le discours encore très individualisant en matière de prévention et nous appelons à regarder le problème au niveau global et environnemental. Le cancer du sein n'est pas une jolie maladie rose. C'est une maladie mortelle qui ne se préoccupe pas de l'âge. Près de 67 000 Françaises ont été diagnostiquées en 2022 pour 15 000 décès, dont 1 100 femmes avaient moins de 50 ans. 15 000 décès en un an, ce sont 41 par jour. Mais qui en parle dans les médias? Qui montre les survivantes, ces femmes dont le quotidien, derrière le ruban rose, rime avec séquelles physiques et psychologiques des traitements, peur de la récidive, infertilité, projets abandonnés, divorce. Nous parlons au nom de toutes ces femmes qu'on ne montre pas. La France est devenue championne du monde des cancers du sein. Le taux d'incidence, tout âge confondu, est de 105 cas pour 100 000 habitants en France en 2022, contre 95 cas pour 100 000 aux États-Unis ou 87 cas pour 100 000 en Italie. Le nombre de nouveaux cas de cancer du sein a plus que doublé dans notre pays depuis les années 90, tout comme l'ensemble des cancers, à vrai dire. Cette explosion ne peut pas être uniquement expliquée par les facteurs individuels, le vieillissement de la population ou un meilleur dépistage, car typiquement pour le cancer du sein, les moins de 50 ans ne sont pas ciblés par le dépistage organisé. Or, de plus en plus de jeunes femmes sont touchées. Alors, pourquoi nous? Les preuves scientifiques s'accumulent en faveur de liens entre l'exposition à des polluants présents dans l'environnement et la survenue des cancers. Sont incriminés ou suspectés dans le développement et l'agressivité des cancers du sein, les pesticides, la pollution de l'air ou encore les composants du plastique. Des substances ont un effet transgénérationnel. Il a été prouvé que l'exposition des femmes au DDT, un pesticide massivement utilisé après-guerre, augmentait le risque de cancer du sein de la génération suivante. Or, les substances chimiques issues de nos sociétés hyper-industrialisées se comptent en centaines de milliers, et seule une petite partie d'entre elles a fait l'objet d'une évaluation approfondie de leur toxicité. Les lobbies industriels exercent une influence forte sur la production de connaissances quant à la nocivité des substances qu'ils produisent. La société paye un lourd tribut de cette inaction publique. En premier lieu, les patientes. La survenue d'un cancer impacte souvent toutes les sphères de la vie, particulièrement pour les jeunes femmes qui sont confrontées à des problématiques spécifiques, enfants en bas âge, travail et cancer, désir de grossesse. Notre système de santé n'est pas en reste. La prise en charge des cancers a coûté 22,5 milliards d'euros à l'assurance maladie en 2021. Chiffre vertigineux, n'est-ce pas? Mais surtout, un message à retenir. Sur le temps long, ce sont les services publics et donc les contribuables qui devront porter la charge du coût sanitaire dû à un manque de régulation des causes environnementales des cancers en amont. Le Centre international de recherche sur le cancer estime qu'en 2050, l'incidence des cancers aura augmenté de 77% dans le monde, faisant peser une très lourde charge sur des services de santé déjà saturés ou inexistants. Si rien n'est fait, la France comptera 75 000 nouveaux cas de cancer du sein et plus de 20 000 décès par an. Mais nous refusons la fatalité. Le cancer du sein peut reculer, à condition de bien en identifier les causes et de mettre en œuvre des politiques publiques en cohérence avec les faits scientifiques et à la hauteur des enjeux. Il nous semble primordial d'opérer des choix d'aménagement et d'urbanisme plus favorables à la santé et de renforcer la législation française et européenne sur les produits chimiques. Il est nécessaire d'intégrer à la campagne Octobre Rose des actions de sensibilisation sur les dangers des polluants, en particulier pour les femmes enceintes et les enfants en bas âge, car l'exposition à des substances cancérogènes peut avoir des effets délétères des années plus tard. Face à la progression constante des cancers du sein, nous appelons à lutter contre la production de doutes et d'ignorance qui entourent la dissémination des perturbateurs endocriniens et autres substances toxiques dans notre environnement. Nous appelons à donner plus de moyens à la recherche afin de mieux cibler les facteurs de risque et pouvoir porter un discours de prévention complet et transparent. La santé environnementale doit devenir une priorité de santé publique pour enfin faire baisser le nombre de cancers. Nous refusons que nos enfants subissent la même épreuve que nous. Je vous remercie. Merci Fanny. Donc on en discutera à la fin. Donc le nombre de signataires augmente tous les jours. C'est ça, on va continuer. On peut estimer d'ailleurs qu'il y a 400 000 femmes concernées en fait en France. Donc il y a encore de l'espace pour les signatures, mais peut-être que ça
Enfin, je pense que ça peut être une bonne idée, effectivement, de continuer. Enfin, voilà. En tout cas, l'appel est lancé. Et puis, donc, la suite, c'est effectivement Fanny Thauvin qui va nous parler du point de vue de Jaune et Rose sur cette proposition du registre national des cancers. Donc Fanny Thauvin, et je représente l'association Jaune et Rose, qui est une association de jeunes patientes touchées par le cancer du sein avant l'âge de 40 ans. Donc nous, on est regroupés fatalement par des spécificités liées à notre âge lors du diagnostic. C'est ce que Fanny a cité, hein, c'est lié à retour à l'emploi, projets familiaux freinés ou stoppés, etc. On est donc 1200 patientes sur le territoire. J'ai rien oublié. C'est pas mon métier hein, de présenter, je précise. Donc, on a 3 actions principales qui s'articulent autour de la fédération des patientes, le partage d'expériences, les bons tips d'oncologues, de centres, etc. On fait ce qu'on appelle des tétonnantes. On informe aussi les professionnels de santé en faisant des vidéos. Il y en a une qui est sortie, une deuxième en préparation. Le but, c'est d'informer sur des choses qui peuvent être passées assez vite dans les formations, notamment des sages-femmes, sur l'auto-examen mammaire ou sur des syndromes de lactation qui peuvent se confondre avec un cancer du sein. Il y a eu des retards de diagnostic dans l'association liés à ça. Donc ça ne représente pas beaucoup de cancer du sein, le cancer du sein inflammatoire, mais c'est toujours ça de prix pour la guérison. Et puis on a cette grosse action de sensibilisation auprès du grand public sur l'auto-examen mammaire. Ce sont les ateliers poète-poète. Donc on change le nom selon l'historique des entreprises. Hein. Parfois, il y a des médecins du travail qui avaient un mauvais surnom, mais on passe dans les lycées, on passe dans les entreprises et dans les structures sociales. L'idée, c'est que comme nous, on a été touchés avant l'âge de 50 ans, donc hors du dépistage organisé, on sait à quel point c'est un geste qui peut sauver. On est aussi beaucoup plus écouté puisque fatalement, on sait un petit peu plus décrire ce qu'on a su sentir sous notre doigt. Et du coup, j'oublie rien. Donc voilà, l'idée c'est que c'est un outil qui est hyper puissant pour nous, qui ne se soustrait pas au suivi gynécologique qu'on doit faire. Cependant, on a aussi une sorte d'insatisfaction puisque finalement, on ne peut pas éviter le cancer pour autant. On peut par contre favoriser donc les chances de guérison avec une détection précoce. Mais ça, vous l'avez entendu certainement sur Octobre Rose. Alors du coup, cette insatisfaction, en fait, elle a fait émerger des ressentis dans l'asso. Il y a une forte culpabilité qui habite pas mal de nos adhérentes, nos patientes. C'est qu'en fait, on va souvent fouiller vers l'introspection psychologique de ce qui s'est passé pour expliquer. Effectivement, comme l'expliquait Fanny juste avant, on nous resserre beaucoup cette petite soupe. Et c'est vrai que là, on est fin octobre. Je pense que pour beaucoup, on a hâte d'arriver à la fin du mois parce que c'est très culpabilisant quand on a été malade et qu'on sait qu'on n'a pas eu une vie en abusant des substances qui sont souvent citées pour l'hygiène de vie. Et donc, effectivement, on en arrivait aussi par la même soustraction avec un tiers des facteurs individuels et 10% de cancer génétique, que finalement, il y avait toute une partie des facteurs dont on ne parlait jamais. Et cette invisibilisation, elle est hyper importante parce que déjà, nous, il convient de faire cette lumière dessus, mais aussi... Je passe à la suite. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas que les facteurs environnementaux qui étaient invisibilisés, mais on avait aussi un souci en termes de chiffres. Nous, on a demandé à plusieurs reprises à l'INCa, notamment d'avoir des découpages chiffrés, puisque ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un découpage par tranche d'âge. Vu qu'on est un public particulièrement à risque, on a particulièrement, par exemple, des cancers triple négatifs dans notre tranche d'âge. Et on avait des chiffres pour faire nos actions de prévention qui dataient de 2018. Donc c'est vrai que c'était intéressant pour nous d'avoir quelque chose d'un peu plus récent. Et on s'est heurté au fait qu'il n'y avait pas forcément de données plus récentes que 2018 pour le découpage en France des tranches d'âge. Et donc, dans chemin faisant,
On s'est aperçu aussi que la France était un des seuls pays européens avec l'Espagne à ne pas avoir de données chiffrées intégralement sur le territoire. Et c'est un vrai sujet de santé publique pour connaître les choses de manière exhaustive et factuelle et qui plus est peut-être en temps réel. Ça nous empêche aussi de rejoindre le réseau ENCR, des réseaux de registres européens, donc pouvoir se comparer aux autres pays, faire avancer la recherche, etc. J'imagine que les applications, vous les avez en tête. Donc du coup, on a donc peu d'informations, nous, vis-à-vis de l'Europe, à apporter, mais même nos chiffres, nos moyennes nationales, en fait, sont faites à partir d'extrapolation. En fait, on a seulement 22 départements qui font remonter les données, ce qui fait qu'après, on va faire une moyenne en se disant, ces 22 départements-là, ils représentent, ils seraient le reflet de la France. Or, nous, on a des petits doutes là-dessus, et on n'est pas les seuls. Mais dans l'idée, en fait, ce qu'on peut voir, donc, j'ai mis quoi, sont dénombrés par la direction. L'idée, c'est qu'on voit bien qu'il y a plein de zones de la France qui ne sont pas représentées. Donc, en soi, on pourrait se dire, on a peut-être mis des capteurs à des endroits qui valent le coup, pourquoi pas. Or, en fait, c'est comme si on prenait, je pense, moi je fais cette comparaison-là souvent, pour des canicules, c'est comme si on positionnait des thermomètres à Lille, Strasbourg et Angers, alors que c'est le four sur la Côte d'Azur. Et ici, on voit par exemple sur la carte de gauche, les principales agglomérations françaises ne sont pas dans les registres, donc hors des radars. C'est par exemple, on est à Paris là aujourd'hui et on vient tout à l'heure de parler de ce taux qui serait supérieur à la moyenne nationale. Donc on imagine qu'il peut être supérieur, mais finalement on n'a pas les données factuelles pour vraiment le démontrer complètement. On le suppose, et on le suppose en le comparant à une moyenne qui elle-même est un petit peu brumeuse. Donc, du coup, ça pose un problème. On a la même chose pour Marseille, Nice et dans les agglomérations du Nord, particulièrement important, puisque du coup, dans le Nord, on sait aussi qu'il y a des taux supérieurs, notamment en détection tardive et mortalité. Au niveau des sites Céveso, on a un peu le même problème, c'est que les départements avec une forte densité de sites Céveso ne sont pas couverts. Donc voilà, la population couverte, globalement, elle est plus rurale, relativement plus âgée, plus favorisée. Et les personnes d'origine étrangère, elles y sont moins nombreuses. Donc on peut, en l'état, pas trop se dire que c'est le reflet du cancer du sein en France, enfin du cancer tout court, puisque notre sujet dépasse largement notre pathologie. Du coup, donc il y a quand même un contexte de recrudescence dont on a beaucoup parlé. Hein. On a le premier rang mondial en termes de cancer du sein, c'est 157 000 décès par an. Il y a eu donc une forte augmentation en 30 ans, les cas ont doublé selon l'INCa. Dans le monde, on a parlé de 80% en 30 ans chez les jeunes adultes, donc chez les adultes de moins de 50 ans. Donc ça, c'est un vrai sujet qui nous pousse à soutenir un projet de loi qui a été voté à l'unanimité par le Sénat en juin 2023. Donc c'est un texte de Madame Delaprovoté. L'idée, c'est donc d'étendre la couverture des registres de donc 75%, donc les 75 manquants, d'intégrer des mécanismes de déclaration obligatoire de la maladie en utilisant le code NIR, c'est le code de sécurité sociale tout simplement. On accélérerait la remontée d'informations nécessaires en temps réel quasiment. On n'aurait pas de lag entre la réception des données et l'analyse potentielle. On intégrerait des facteurs environnementaux, sociaux, la localisation des cancers, l'âge de survenue, nous ça nous intéresse particulièrement du coup, des expositions professionnelles, de la prise en charge thérapeutique et les résultats pour voir peut-être si avec un diagnostic commun entre deux départements, il y a une mortalité supérieure ou un taux de rechute ou que sais-je. C'est un outil très puissant. Je suis désolée, je reprends le fil.
Donc du coup, on a tout un tas d'aspects qui permettraient de lutter contre le cancer, mais de manière 360, c'est-à-dire que nous, comme notre sujet à la base, c'est la prévention, on peut vraiment facilement s'apercevoir que les facteurs environnementaux seraient carrément, ou les clusters, hein, bien évidemment, parce qu'il y a des vrais sujets dans les clusters, notamment de cancer pédiatrique, à Sainte-Pazanne, en Poitou-Charentes. Vous les connaissez de toute façon parce qu'on en entend parler, et peut-être pas assez d'ailleurs, mais du coup, mettre en lumière les clusters, c'est hyper important. Donc ça, c'est le deuxième point. On peut mieux protéger les habitants des territoires vulnérables. Donc ça peut être, par exemple, un dépistage organisé pour certaines populations qu'on considère à risque. Ce serait peut-être la même chose que sur des femmes qui ont le BRCA qu'on suit un peu avant les 50 ans. On a donc, nous, notre prévention qui serait impactée forcément, puisqu'en ayant des bons chiffres, on peut avoir des informations plus précises à fournir quand on va en entreprise ou dans les établissements scolaires. On pourrait mettre en lumière des maladies professionnelles. Récemment, justement, alors j'ai pas l'étude en capture d'écran, mais la Suède, elle a pu mettre en lumière en fait une exposition particulière pour les femmes au cancer gynéco dans l'industrie du papier. Et donc du coup, depuis, la mesure qui a été prise, c'est pas l'interdiction de la substance chimique, ça pourrait, mais en l'occurrence, les femmes ne travaillent plus dans ce type d'industrie. Donc, vous voyez, la puissance d'un registre, c'est aussi protéger la population. Et sinon, on a donc la mise en lumière des disparités de prise en charge sur le territoire et la mortalité. On pense notamment à l'INCa a fait une carte qui met un peu en lumière les profils des régions qui seraient un peu plus à risque avec des diagnostics tardifs, et le nord de la France apparaît comme étant un cas à traiter vraiment à part. Je pense qu'il y a une attention particulière à avoir dessus, mais peut-être qu'il y a d'autres territoires qui apparaîtraient dans ces registres. Et ce qui est hyper important de comprendre dans les disparités de prise en charge, nous on le voit dans notre association, c'est que à diagnostic égal, tout simplement, une femme qui va être prise en charge à l'Institut Gustave-Roussy ou Curie, elle va pas forcément avoir accès au même traitement innovant ou avoir le même protocole qu'une femme qui va être plus éloignée sur d'autres territoires. Donc ça, c'est hyper important aussi, parce qu'en discutant avec la Société de scénologie française, le SFSPM, ils soutiennent ce projet de registre. Pour eux, ce qui est important, c'est qu'en mettant en lumière ces disparités, après, ils seront capables de faire des recommandations nationales de prise en charge et d'uniformiser notre prise en charge. Donc ça veut dire que l'égalité des chances de guérir serait potentiellement la même. Et donc, du coup, nous, ce qu'on fait actuellement, c'est beaucoup de travail. On fait beaucoup de rendez-vous avec les députés, puisque donc cette loi qui a été votée au Sénat à l'unanimité, on a besoin qu'elle soit mise à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Et on est dans une navette parlementaire depuis juin 2023. On connaît toutes les actualités qu'il y a eu, mais maintenant que les ordres du jour peuvent reprendre, peut-être qu'il y a un budget 2025 qui peut intégrer ce registre, qui est extrêmement coûteux, ça on le sait. On sait aussi qu'il y a une économie d'échelle à terme qui peut se faire parce qu'on connaît bien le coût de la chimiothérapie, de l'immunothérapie, etc. Je crois que c'est 21 millions d'euros qui est budgété pour étendre ce registre de manière nationale. Mais quand on a les coûts, je crois que c'est 6,3 milliards de dépenses hospitalières liées au diagnostic. On imagine facilement que ce serait peut-être une bonne dépense. Et donc voilà, je vous encourage à en parler autour de vous parce que c'est un outil qui aide la lutte contre le cancer en 360, donc prévention, dans le curatif et dans la recherche. Et on a vraiment besoin, on est vraiment à la traîne par rapport à tous les autres pays, sachant qu'on a le premier rang mondial en termes d'incidence de cancer du sein, ça devient vraiment primordial. Et nous, on a un petit mantra. On pense que quand on connaît mieux son ennemi, on a beaucoup plus de chances de gagner la guerre. Bien, maintenant la parole à Emmanuel Ricard pour la dernière transition pour la fin de cette séquence.
intégrer la dimension cause environnementale à la stratégie de campagne d'Octobre Rose. Je crois que ça s'impose, mais tu vas certainement nous en dire un peu plus. Je te remercie de m'avoir invité. Quand tu m'as invité, je me suis demandé pourquoi. Il se trouve qu'avec André, on s'est connus à la Société française de santé publique avant que je travaille à la Ligue contre le cancer. Et je crois qu'en posant cette question, il pose la question de la place de l'environnement à la Ligue, qui a été une vraie question, puisque ça a commencé au moment où on a monté les états généraux de la prévention, où on avait mis un atelier là-dessus. Mais c'est vrai qu'avant ça, c'était plutôt terra incognita, à part certaines recherches qui étaient financées. Voilà. Depuis, s'est installé un groupe cancer et environnement, animé par Franceline Marano, avec des chercheurs. Je vais essayer de retracer ça, mais comme beaucoup c'est l'avantage et le désavantage de passer en dernier. Il y a beaucoup de choses qui ont été présentées, donc je vais essayer de suivre ce que j'avais fait et en même temps de pointer et d'essayer de répondre à ta question. Donc, diapo suivante, à moins que j'ai... Oui, voilà. Ça doit être dans ce sens-là. Donc, comme ça a été dit, on a une augmentation de l'incidence. On est les premiers, 61 000 cancers, plus de 61 000 cancers du sein. On a des améliorations en termes de pronostic, en termes de traitement. Sur la prévention, on ne fait pas grand-chose. Hein. Comme vous venez de le dire, on renvoie plutôt à des comportements individuels. Et puis, il y a un gros investissement sur le dépistage qui régulièrement est questionné par Prescrire, par différentes instances, par Cochrane sur les synthèses qui sont faites en disant est-ce que l'argent, grosso modo, il est bien mis? Est-ce qu'on fait du bien en dépistant ou est-ce qu'on fait du mal? Puisqu'il y a quand même dans le dépistage toujours la question du surdiagnostic et de la question des irradiations répétées, puisque pour les jeunes femmes, et je fais ce point qui voudraient qu'on fasse un dépistage plus tôt, il faut quand même être au clair que plus vous allez faire des rayons tôt, plus vous allez, entre guillemets, maximaliser votre risque. Et les rayons font partie des causes environnementales, même si aujourd'hui c'est plutôt sur du diagnostic et de la thérapeutique. Mais on l'a vu sur Hiroshima et les essais nucléaires qui ont été faits, y compris dans le Pacifique, ça a une vraie incidence. Donc aujourd'hui, faire plus tôt, en tout cas pas avec de la mammographie, c'est pas la solution. Voilà. Alors, les facteurs de risque connus, il y a des facteurs qui sont des facteurs traditionnels, l'âge de la grossesse, les premières règles, l'âge de la ménopause. Ça, je dirais, c'est la vie hormonale classique sur lequel on peut pas trop jouer. Il y a les antécédents de cancer, sein, ovaire, qui sont soit de cause génétique avec des gènes qu'on connaît, soit avec des gènes qu'on n'a pas encore trouvés. Il y a les questions de perturbation de l'horloge biologique, et c'est pour ça qu'on a une surincidence sur le travail posté et sur les hôtesses de l'air, sur les infirmières, les professionnels de santé qui travaillent la nuit. Et ça, même si on commence à le reconnaître un peu professionnellement, c'est pas encore le top, hein. D'où la question de environnement et travail. Et puis, derrière, il y a un risque hormonal, on a un peu parlé, la pilule, 1% de risque supplémentaire, les traitements post-ménopause pour diminuer les symptômes de la ménopause, 3 à 4% de risque, c'est en diminution parce que les gynécologues prescrivent moins. Les irradiations thoraciques, j'ai dit, sédentarité, obésité, consommation de tabac et d'alcool. Les facteurs de protection, l'activité physique, l'allaitement, le nombre de grossesses, sachant que aujourd'hui, c'est des facteurs qui sont plutôt en baisse et c'est
peut expliquer un petit peu de l'augmentation des cancers, mais ça ne l'explique pas pourquoi la France est en tête sur le cancer du sein. On estime, et je n'ai pas les mêmes chiffres que ceux qui ont été présentés, mais ce n'est pas grave, qu'il y a à peu près un tiers des cancers du sein sur lesquels on a des facteurs connus et quid des 2 tiers restants. Sur les facteurs connus, c'est pas sûr qu'ils soient connus. On a fait un sondage à l'occasion d'Octobre Rose. Quand on a posé la question « Est-ce que vous pensez que le cancer du sein peut être apporté au tabac et à l'alcool ?», 50% des femmes interrogées disent non. Donc même sur des choses qui sont des classiques, répétés, ressassés, rabâchés, non, c'est pas connu. Et toujours sur les causes augmentant, on a une nouvelle génération de femmes qui arrivent, entre guillemets, dans les âges avec la ménopause où arrive le cancer du sein. Et c'est des générations, celles de mon âge, qui ont commencé à fumer et à boire au lycée, et elles ont des intoxications plus précoces, plus importantes que les générations précédentes. Mais ça, c'est ce que j'appellerais de l'environnement sociétal. C'est pas votre question et nos questions qui sont les environnements physiques. Mais pour revenir sur la présentation faite pour le réseau NACRE, c'est des choses qui vont être impactantes et on doit s'interroger aussi sur l'environnement social avec les politiques de marketing qui, sur l'alcool, qui, sur le tabac, ciblent les femmes en disant « devenez l'égal des hommes ». Quelque part, c'est des consommations de liberté, c'est des consommations. On vous fait tout un topo, voilà, et ça doit nous interroger. Voilà. Mais ça ne répond pas à ta question, André. Quel impact l'environnement il est fortement suspecté. Ça a été dit par notre ami de Nice. C'est vrai qu'il y a la question des migrantes et le fait que assez rapidement, en 3 générations, on revient à ce qui est l'environnement et les quantités de cancer qu'il y a localement. Donc ça, c'est une vraie réponse. Après, il y a ce qui a été expliqué sur le DTT, je ne vais pas y revenir. Il y a les études qui ont été faites aux États-Unis avec les cohortes d'agriculteurs et de femmes d'agriculteurs qui ont montré que sur les insecticides organochlorés, organophosphorés, il y a une surincidence. On a la même chose avec l'étude Agrican. On a la synthèse qui a été faite, que je vous engage à lire, qui est un travail magnifique fait par l'INSERM, sorti en 2023, sur le 2021, qui montrait la relation entre l'utilisation des pesticides ou les terrains où les gens étaient soumis aux pesticides avec un certain nombre de maladies et pas seulement les cancers, et où on a clairement une surincidence. Mais ça, et c'est pour commencer à répondre à ta question, quand on interroge les gens de la Ligue, les associatifs, c'est pas connu. Et donc, il y a tout un travail d'acculturation à faire, y compris sur les acteurs normalement les mieux informés, sur ces questions de quelles sont les causes de cancer. Et c'est progressivement commencer à mettre du monde dans cette, je dirais, dans ce combat pour les ramener sur ce que moi j'ai connu il y a 14 ans en arrivant à la Ligue. Grosso modo, on fait du scolaire, on fait du tabac et le reste, on verra plus tard. Ça répond en partie à ta question. Derrière, il y a ce qu'on commence aussi à voir sur la pollution de l'air, et puis on a des choses qui sont impactantes sur le dioxyde d'azote que vous allez trouver avec la pollution atmosphérique liée au transport, mais aussi à tout ce qui est chauffage central thermique. Et là, on a l'étude Xener qui a été financée, qui sort des résultats intéressants sur une augmentation du risque de cancer du sein, sur une augmentation avec le NO2.
D'où l'intérêt de diminuer les normes, et là on commence à avoir des éléments de réponse, d'où l'intérêt d'actions locales faites, et on le fait comme on peut, et on a commencé à le faire à la Ligue, en essayant de travailler ça au niveau des collectivités locales, avec des trucs symboliques au départ, parce que quand vous parlez à une collectivité locale de zone à faible édition, la première chose, c'est qu'ils vous présentent leur dos. Ils ne vous regardent plus de face. Par contre, on a commencé à travailler sur, devant les écoles, arrêter la circulation et faire avec des capteurs de pollution, essayer de commencer à sensibiliser au fait qu'il y a un avant, un après, que quand on se déplace en ville, on peut voir les taux de particules. Et c'est toutes ces actions pédagogiques avec les enfants qui retournent dans les familles, qui peuvent expliquer. C'est du symbolique, mais c'est déjà commencé à sensibiliser les familles, les écoles et les mairies sur l'intérêt de travailler la pollution de l'air. Et quand vous voyez tous les débats sur diminuer la vitesse de circulation sur le périphérique entre 70 et 50, vous voyez que il y a du chemin à faire. Voilà. Donc on a la même chose pour les PCB. Donc on en a parlé tout à l'heure, on a une augmentation des taux de cancer du sein, on a le benzopyrène, donc pareil, avec des relations 15% de risque supplémentaire sur le cancer du sein. Et tout ça, pareil, c'est pas connu des militants associatifs et il y a une vraie acculturation. Alors en plus, quand vous êtes, vous, représentant comme j'étais, et je vais reprendre mon rôle de directeur de la prévention, on m'a mis porte-parole durant 2 ans. Je préfère revenir à mon traditionnel parce que je pense qu'il y a du boulot à faire. Voilà. Mais là-dessus, quand vous expliquez tout ça aux journalistes, ils viennent vous chercher sur le reste, ils viennent pas vous chercher là-dessus. Donc il y a un vrai boulot à faire pour expliquer ça, parce que pour eux, autant, et je pense que c'est une partie du débat qui a commencé à naître tout à l'heure, les gens ont l'impression qu'ils peuvent faire quand c'est sur des consommations personnelles. Le reste, c'est pas dans leur radar, et derrière, c'est pas dans ce qu'ils peuvent appréhender. Sauf que quand vous commencez à travailler sur les mobilités douces dans la ville, sur comment faire du ramassage scolaire autrement, sur comment finalement limiter la circulation, c'est des débuts, même si ce n'est pas la totalité du boulot. Voilà. Les PFAS. On en a parlé brièvement sur la question de ces polluants éternels. On a eu ce dossier qui est sorti avec Le Monde, qui a fait une cartographie des sites de PFAS en France, et on a été interpellé. Donc, un peu comme vous l'avez dit tout à l'heure sur les registres, on a vu les députés, on a vu les sénateurs, ça a animé pendant un petit moment le monde politique, sauf qu'est-ce qui nous a été répondu ? On a eu cette grosse médiatisation, on était interpellés parce que on parlait cancer, on parlait surtout hypertension, et pour trouver les cas de cancer, les études, il n'y en a pas énormément, il y en a sur certains PFAS, et on nous renvoyait ça. Finalement, peu de retentissement quand on regarde ce qui est passé au niveau de la loi, parce que il y a eu des accords avec les industriels, et vous avez vu Tefal qui a dit moi je ferme mon usine. D'un seul coup, recul des parlementaires. Nous, on était pour demander que ce soit traité par famille de polluants, parce qu'il y a un classique. C'est comme dans le monde des drogues. Vous changez la molécule, comme la molécule qui est inscrite comme étant interdite, le chimiste, il change un radical, c'est plus la même molécule, donc elle n'est pas interdite. Et c'est ce qu'on a eu sur le bisphénol, avec les autres bisphénols qui remplacent le bisphénol A.
C'est ce qu'on nous propose sur les PFAS en limitant à 12 molécules, avec la question de qu'est-ce qu'on fait avec les autres? Parce que les autres, ils sont vraisemblablement des mêmes familles, aussi polluants, aussi durables. Et les seules choses qu'on nous propose, c'est d'augmenter les normes, d'augmenter les contrôles. Mais qui va payer? C'est les collectivités locales, parce que c'est l'eau que vous payez, puisque ça s'est parlé au niveau de l'eau, sachant que ça ne concerne pas que l'eau, puisque les PFAS, vous en avez dans l'air, vous en avez dans la terre, et vous en avez dans l'eau. Et aujourd'hui, les eaux minérales sont contaminées, donc ce qui a été expliqué de façon très intéressante tout à l'heure, ça se passe partout, et ça pose la question de comment on peut agir. Parce que finalement, vous allez la retrouver quel que soit ce que vous faites. Vous prenez de l'eau en bouteille de verre ou en bouteille en plastique, vous prenez de l'eau du robinet, il y a de bonnes chances que le PFAS, vous l'ayez dedans. Voilà. Donc aujourd'hui, ça pose la question de est-ce qu'on peut utiliser Octobre Rose parce que c'est très médiatique, c'est très porteur, mais en même temps, il n'y a pas que le cancer du sein. J'ai rencontré dans l'ancien gouvernement le conseiller santé au ministère de la Transition écologique. On lui a parlé des registres. Le gars qui est responsable au ministère de l'écologie des questions santé était persuadé que les registres, il y en avait partout dans chacun des départements. Quand on lui a dit « mais les PFAS, comment vous voulez mettre en relation l'incidence avec les sites et les registres, puisque vous n'en avez pas ?» Et le gars est tombé de sa chaise. Mais c'est l'état de la question environnement. J'espère que je commence à répondre à ta question, André. Aujourd'hui, avec ce qu'on doit pousser au niveau des parlementaires, avec ce qu'on doit pousser au niveau des professionnels de santé, comme ça a été dit par rapport à l'utilisation des poches et tout ça, à la sensibilisation faite durant les 1000 premiers jours, mais aussi dans un combat commun sur ces questions. Et je prends ma part avec le travail à faire en interne à la Ligue. Voilà. Je pense que c'est pour ça que tu m'as fait venir. Ensuite, la question des registres, donc, je suis de votre avis, sauf qu'il va peut-être falloir, parce que 6 milliards dans le contexte actuel d'économie de la santé, il le voit à court terme, il ne le voit pas à long terme. Donc on va être obligé d'essayer de passer par des étapes intermédiaires, déjà de renforcer, et vous l'avez suggéré, dans certains endroits qui sont pas choisis au hasard. Si on ne met pas de registre dans le Nord, alors que c'est là où il y avait des sites industriels, c'est là où il y a du plomb, c'est là où il y a de... C'est pas par hasard. Parce qu'en plus, les gens ne pourront pas aller râler pour les faire reconnaître en cancer professionnel. C'est pas par hasard. Derrière, il y a la question des actions concrètes. Je suis parfaitement d'accord avec les 10 commandements, mais les 10 commandements, ça reste des actions individuelles, quasiment. On peut commencer par ça, et ça permet aussi, par rapport à ce que je disais de symbolique, de commencer à engager les gens. C'est d'agir au niveau des collectivités par ces actions symboliques que je suggérais sur agir sur la pollution avec les rues et tout ça. Mais c'est d'abord la question de l'action sur les lobbies industriels. Vous parliez tout à l'heure de l'aspartame. On va essayer, nous, à la Ligue, de refaire avec Foodwatch et avec Yuka et avec les ligues européennes au niveau européen, l'interdiction de l'aspartame. C'est un dossier qui est un début pour la question de l'alimentation ultra transformée. C'est la question de poser régulièrement aux députés, sénateurs qu'on rencontre. Et le travail qu'on a eu sur les nitrites montre que le ministère de l'Agriculture,
ils sont vraiment pas simples. Parce que sur les nitrites, on a eu beau avoir un rapport de l'ANSES qui prouvait que 4000 cancers colorectaux par an étaient rapportables à la question des nitrites dans la charcuterie, on nous a vendu que c'était moins grave que les 5 cas de botulisme qu'on a chaque année. Mais voyez la priorité. La priorité, c'est d'avoir des durées de conservation plus importantes, c'est de pouvoir faire entrer dans les abattoirs des viandes qui sont de moindre qualité et d'avoir une surveillance vétérinaire qui n'est pas faite partout. Derrière, c'est la question de l'éloignement des zones d'épandage, et ça, c'est ce qu'on doit pouvoir faire, et je pense de plus en plus en interassociatif sur du lobbying européen, français, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des sénateurs, parce que vous avez vu là, dernièrement, on est en train de nous dire quoi? On est en train de nous dire, y compris pour le cancer, qu'on va passer d'un remboursement, on va le diminuer de 10%, que donc la sécurité sociale est en train de transférer une bonne partie de ce qui était notre solidarité qui datait de la fin de la Deuxième Guerre mondiale vers de l'assurance privée, puisque les mutuelles, c'est du privé. Et que derrière, ça commence comme ça, mais vous mettez le doigt, vous avez le coude et vous finissez à l'épaule. Oui, mais ce qu'on va vous vendre, c'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on aura le système de Medicare, où ça prendra les indigents, et à côté, vous aurez de l'assurance privée. Et c'est maintenant que ça se passe. Voilà. Et que la seule façon d'éviter ça, et c'est ce qu'on essaie de faire en ce moment, c'est de dire arrêtez de raboter, reprenons les choses au départ, et il faut arrêter de remplir le bassin des maladies chroniques avec tout ce qu'on a là, et je pense que je réponds à ta question. Merci. Alors, j'avais qu'il y avait des petits points quand même. Donc, dans les petits points, il faut mettre la proposition des inspections générales, 0 exposition aux perturbateurs endocriniens d'ici 15 ans. Et ça, si tout le monde reprend cet objectif-là... C'est ton point final. Oui, c'est le point final. Tu me l'as laissé exprès. Voilà. D'accord, c'est parfait. Voilà. Bien, on arrive à la fin. Hein, ça a été dense, hein, je pense. Voilà. Donc, peut-être qu'il y a un certain nombre de questions, de réactions. On a encore voilà, un quart d'heure devant nous, même 10 minutes en fait. Voilà. J'aurais une petite réaction à apporter, c'est que en fait, il y a une grosse problématique en France et puis dans le monde, c'est qu'on a une santé, les soins, enfin, je sais plus par où commencer. La manière de se soigner, les médicaments, les études de santé sont faites par des hommes pour des hommes. Et malheureusement, quand on est une femme, on n'a pas les bons dosages, on n'a pas les bonnes recherches et tout ça. Si le cancer du sein était majoritairement un cancer d'homme, les recherches seraient un peu plus avancées aujourd'hui, et je pense qu'on est dans que je dis pas quelque chose de totalement faux. Par rapport au Non, il y a le cancer de la prostate, oui, effectivement. Ben mais oui, la prostate, quand même, c'est pareil. Non, mais on est quand même dans une société de soins des hommes pour les hommes, et on sait tout à fait que même un paracétamol, le dosage est pensé pour un corps d'homme avec ses tissus adipeux et tout ça, ses cellules, et non pas pour un corps de femme. Enfin bon, c'est pour tous les médicaments pareil. Par rapport aux éléments qu'on pourrait aborder pour prévenir les risques de cancer, entre autres, surtout chez les femmes, il y a un levier sur les protections périodiques.
les protections périodiques qui sont utilisées quotidiennement pendant un certain nombre de jours et d'années dans notre vie de femme et qui nous apportent aussi des perturbateurs endocriniens et des produits chimiques qui sont bien sûr intégrés dans notre corps. Et la piste aussi, réduire la vitesse et réduire les circulations devant certaines écoles, mais aussi végétaliser. Et il faut absolument revégétaliser les villes parce que les végétaux sont des grands absorbeurs, absorbent beaucoup de polluants. Voilà. Oui, alors. Oui, aux États-Unis, il y a une vingtaine, c'est une bonne question la vôtre. Il y a une vingtaine, trentaine des années, on a changé ce qu'on demande quand on fait une demande de crédit, parce que c'est comme vous disiez, pour les maladies de tout type, on prend comme exemplaire de la façon qu'on a systématique. Ici, c'est la définition des chats, ok, ou de n'importe quoi. La définition d'humain, c'est un homme. Et donc, on a eu les problèmes, par exemple, les infarctus de myocarde. Ils ont des symptômes différents chez les femmes. Et on a travaillé sur le sujet à cause, mais seulement à cause de la pression des femmes, des NGO, mais aussi des médecins, des femmes médecins qui ont dit ce n'est pas possible. Parce que l'idée c'était, ah oui, mais les femmes ont des cycles, non? Donc ça c'est très compliqué. Donc vous n'existez pas parce que vous avez des cycles. C'est tout à fait ridicule. Maintenant, on doit expliquer le contraire. Si vous travaillez seulement chez les mâles, des rats, oh, j'ai fait ça parce que je travaille sur les cancers de prostate. Et les femmes n'ont pas de prostate. Donc, on doit définir dans une partie de l'application pourquoi vous n'utilisez pas les deux sexes. Donc, il y a un problème là. Vous avez raison. Alors moi, par rapport au titre agir sur les causes environnementales du cancer du sein, je vois dans environnement aussi toute la question des ondes électromagnétiques qui a été très très brièvement évoquée, mais je suis assez surprise que ça n'ait pas été développé plus que ça, parce que ça me semble être un facteur explicatif majeur de l'explosion des cancers en général, et notamment auprès des enfants, dans le sens où il y a quand même pas mal d'études qui montrent l'incidence au niveau de la perturbation au niveau des cellules, dans le cœur des cellules même, et puis ne serait-ce pas que par le mécanisme de la perturbation du sommeil et donc de la mélatonine, qui est aussi un facteur de prévention du cancer très important. Et je voulais savoir s'il y avait aussi des recherches et des actions qui étaient engagées par rapport à cette cause-là potentielle. Non, comme ça, a priori, non, mais certainement. Mais là, l'objectif n'était pas de faire une revue exhaustive. Hein, c'était forcément le temps est limité, mais il faut regarder effectivement l'ensemble des risques. Oui, oui. La question, en tout cas, mérite d'être posée, oui. Moi, personnellement, je n'ai pas d'éléments. Est-ce que quelqu'un a des éléments ? Au professeur Bellepomme qui disait, il y a déjà 15 ans, dans un livre que j'avais lu sur le sujet, que pour lui, c'était 90% des causes du cancer qui étaient d'origine environnementale. Et lui, il s'est plus orienté, donc professeur Bellepomme, qui était quand même responsable du plan cancer sous Chirac, hein. Donc je pense qu'il connaît, j'imagine qu'il connaît ce dont tu parles. Et lui, il a vraiment mis l'accent de ses recherches sur les ondes électromagnétiques. Oui, la question mérite d'être posée. Je crois il faut effectivement un état des lieux régulier, en fait, des connaissances. Aujourd'hui, on accède à la connaissance scientifique en 3 clics, en fait. Hein. Medline, moi je fais ça régulièrement.
Je compare à la situation d'il y a quelques décennies où c'était laborieux, on commandait, on avait des papiers qui arrivaient un mois ou 2 mois après. Hein. Là, tous les matins, on peut savoir précisément comment la connaissance évolue. La question qui se pose, c'est le transfert de cette connaissance. On a souvent l'idée, quand on entend encore des arguments, il n'y a pas de preuves, etc. Mais si on fait la synthèse des connaissances, mais ce travail de synthèse n'est pas fait systématiquement. Et je pense que là, il y a un vrai enjeu. C'est l'enjeu en fait, aussi des agences. Hein. Alors, même si il y a une évolution très positive des agences. Moi, j'ai fait référence à Santé publique France, le rapport qui est sorti en décembre, 31 maladies liées aux perturbateurs endocriniens, ça a été très long pour obtenir effectivement voilà, ça c'est tout à fait positif. Après, quelles conséquences on en tire au plan politique, ça reste effectivement aujourd'hui un trou noir. Et c'est effectivement, décidément, la dernière intervention de la Ligue était essentielle. C'est la conclusion, hein, tout le monde est d'accord. On attend beaucoup de la Ligue, c'est vrai. Quelque part, comment, parce que la connaissance scientifique, si on publie dans le JAMA, si on publie dans telle ou quelle que soit la revue, elle est lue par les lecteurs de la revue, généralement, ça ne dépasse pas beaucoup, même des publications les plus importantes. Hein. Je citais celle sur la prématurité, parce que l'étude dans le JAMA pédiatrique, c'est vraiment la revue dite de référence des pédiatres, pour l'instant, on n'a pas obtenu de politique de mise en œuvre. Or, c'est quand même, le résultat, c'est vous diminuez de 50% la contamination, vous gagnez un cas de prématurité sur 8. C'est énorme. Vous voyez. Donc ce travail de synthèse, là, on le fait de façon très partielle. Très partielle. Il faudrait qu'il soit systématisé, mais c'est effectivement peut-être un travail à faire avec la Ligue, parce qu'il faut des moyens aussi pour le faire. Puis il faut des gens qui aient cette tournure d'esprit de simplifier. Et quand on simplifie, on a souvent l'idée que c'est simplificateur. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et ça, c'est vraiment très important. Et en plus, tu l'as dit dans des références que tu as citées, c'est aussi comment l'ensemble de la population s'approprie ces données. Parce que ça ne sert à rien de produire de la connaissance si ça reste dans un petit noyau, un petit cercle, même une population éduquée, et puis la population un peu moins éduquée, elle passe complètement à côté. Et donc ça, c'est un vrai enjeu. Alors, sur le cancer du sein, la bonne nouvelle quand même, c'est que ça touche principalement les femmes des milieux les plus aisés. Donc le gradient social joue plutôt en sens inverse. Alors j'ai une bonne nouvelle, mais non, il faut enlève ça à l'enregistrement, François, parce que les guillemets ne seront pas notés. Non, mais je dis ça, je plaisante à peine, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut jouer sur cet aspect-là. Effectivement, voilà une pathologie qui touche principalement les femmes des milieux les plus favorisés. Alors c'est vrai pour le cancer de la prostate. C'est vrai pour le cancer de la prostate. Vous savez quelle est la catégorie professionnelle la plus touchée par le cancer de la prostate ? Les gérants de golf. Oui, parce que forcément, ils sont dans un univers bourré de pesticides. Hein. Le verre des golfs est obtenu grâce à un traitement régulier, effectivement. Donc voilà, c'est caricatural quasiment comme exemple, mais c'est effectivement révélateur. Donc voilà, ces connaissances, en tout cas, il faut les rendre. Et donc l'enjeu de l'éducation aussi. Et ça, c'est tout l'enjeu, effectivement. En fait, on a besoin d'une grande réforme du système de santé. Le fond du problème. Nous, on dit au réseau environnement santé, on réfléchit un peu sur cette question-là, parce qu'on est bien dans une phase critique de mutation de notre système de santé. On ne peut pas continuer de cacher la poussière sous le tapis. J'évoquais la question de la dette, il faut revenir sur cette question de la dette. La meilleure façon de réduire la dette, la dépense publique, c'est de faire en sorte que les gens soient en meilleure santé. Alors ça, c'est quand même un objectif, et là, il faut qu'on retravaille, notamment dans le cadre de France Asso Santé, sur ce sujet. Sinon, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir, effectivement, on l'a dit, ça a été évoqué, hein, la diminution des remboursements, la remise en cause du système des ALD. Hein, voilà. Et donc, entre ces deux logiques, il faut effectivement que la logique de la santé l'emporte. Voilà, je suis en train de faire la conclusion, peut-être un peu tôt, mais... Je suis Sarah, je travaille justement pour France Asso Santé. Et alors moi, je suis parisienne. J'ai eu un cancer du sein à 46 ans, donc je suis complètement dans les 15% de surrisque. Je ne sais pas si quelqu'un de la mairie de Paris est resté, mais moi, ce qui m'intéresse, je n'ai jamais pris une cuite de ma vie, j'ai jamais fumé une cigarette, je mange bio depuis que j'ai 18 ans, je suis végétarienne depuis 15 ans. Enfin, je me dis que vraiment, j'ai peu de facteurs de risque supplémentaires. Et je me dis, mais qu'est-ce qui m'a... pourquoi
c'est quoi? C'est l'eau que je bois à Paris? C'est les transports en commun? J'aimerais bien avoir une réponse sur ces 15%, et je me dis, mais toutes mes amies parisiennes aimeraient avoir, parce qu'on passe, je suis pas très douée en maths, mais d'une femme sur 8, d'un seul coup, à 2 femmes sur 8. Bah oui. Et alors, je sais pas si quelqu'un est resté, puis l'adjointe parlait d'actions de prévention concrètes. Moi, je voudrais les voir, parce que ce que je vois, on parle beaucoup d'alcool, mais l'alcool à Paris, c'est partout. Alors, on mange mieux, je pense, à Paris, parce que c'est facile de manger végétarien, de manger bio. C'est un peu plus facile que dans beaucoup d'endroits. On a beaucoup de facilité à faire ça. Mais où ils sont, ces 15%, en fait? Moi, je les cherche. Est-ce que je peux vous répondre d'une certaine façon? Je suis là. 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 Alors, donc moi, je m'appelle Barbara. J'ai eu aussi un cancer à 41 ans. Donc voilà, je suis présidente d'une association qui s'appelle SOS Cancer du sein, que j'ai créée il y a 12 ans, qui opère dans le Sud pour soutenir les femmes atteintes de cancer du sein et de cancer gynécologique. Je suis conseillère municipale à la ville de Nice. Donc je connais les problématiques du côté patiente et du côté évidemment soutien de patiente et du côté municipal. Moi, je peux vous dire en tout cas ce que fait la ville de Nice, et j'en suis très fière. Vraiment, les collectivités ont quand même pris le problème à bras le corps. Donc il y a 2 problématiques. Il y a la problématique effectivement d'éduquer la population. On a beau éduquer la population, il y a des gens qui ne changent pas leurs habitudes. C'est compliqué de forcer les gens. Il faut qu'il y ait une prise de conscience. Alors, tout le monde le sait qu'il faut pas boire d'alcool, mais entre le savoir et le faire passer dans son quotidien, il y a une grande différence. Voilà. Et l'enjeu, je pense, pour moi, de la prévention, c'est là. C'est faire que les gens comprennent et puis mettent en action ce qu'ils ont compris. Voilà. Donc ça, c'est le côté vraiment, je dirais, choix individuel, et le rôle des municipalités et de l'État d'induire à des bons choix individuels. Après, les municipalités ont vraiment un rôle à jouer. Et nous, à Nice, franchement, on le fait. On n'utilise que des produits phytosanitaires pour tous nos jardins. On végétalise complètement la ville, aussi bien les cours d'école que création de nouveaux parcs, toute notre immense coulée verte qui pratiquement a doublé de volume. On a développé énormément de pistes cyclables justement pour pour améliorer la qualité de l'air et diminuer quand même les dioxines qui sont cause de cancer. On sait qu'il y a 3% des cancers du sein qui sont liés justement aux dioxines qui sont dans l'air. On a en place, on commence un plan phtalate, y compris pour les fournitures scolaires que l'on offre aux enfants en maternelle et en primaire. On fait tellement de choses. Évidemment, on est sans plastique dans nos cantines, dans nos crèches. Nos crèches sont bio, sont labellisées Label Vie, c'est-à-dire complètement écologiques. Je pourrais vous dire tout ce qu'on a mis en place en peu de temps. Je pense que beaucoup de Niçois ne s'en rendent pas toujours compte. Mais nous, notre objectif, c'est d'améliorer leur environnement, qu'il soit favorable à leur santé et à celle des enfants. On a une politique des 1000 premiers jours très active. J'ai mis en place une journée de prévention tous les ans avec des conférences. Monsieur Sicolella, d'ailleurs, est venu une année avec des conférences et puis des ateliers, et puis avec toutes les associations du territoire et les institutions du territoire, y compris hospitalières. Donc, on est vraiment en train d'essayer de créer une dynamique territoriale avec les institutions locales, avec les associations, avec aussi les citoyens, vraiment dans le but de vraiment créer un environnement favorable à la santé. Je pourrais vous dire aussi qu'on a lancé des programmes d'activité physique pour 2 €, des bilans de forme gratuits. Enfin, on essaye de faire tout pour que les gens... En fait, on propose une offre de façon à ce que l'environnement soit meilleur pour tout le monde, et on essaye aussi d'inciter chaque Niçois à prendre soin de sa santé. C'est pas évident, je le reconnais, c'est un grand challenge, mais on va y arriver. Et moi, j'ai cette conviction profonde que ce sont les collectivités qui vont faire la différence et qui vont pousser l'État à changer aussi ses lois et à prendre des décisions qui sont favorables à la santé de tous. Je vais applaudir aussi, voilà. C'est un peu le mot de la fin, là. C'est un peu le mot de la fin. On a, nous, lancé la charte Ville et Territoire sans perturbateurs endocriniens que Nice a signée. Voilà, c'est une façon de mobiliser les collectivités locales. Et moi, je suis toujours très, très agréablement surpris de voir, effectivement, la motivation très forte des élus. Et donc, c'est une partie de la clé, effectivement, de la solution. Enfin, voilà, il faut. Donc, on va sûrement en rester là, d'ailleurs, parce qu'on n'a pas, évidemment,
c'est terminé cette réunion. Alors la suite à donner, bien écoutez, je pense qu'elle est évidente en fait. Il faut continuer cette action. On est au début. Je pense que cette réunion aura marqué effectivement des esprits. On va publier des actes. On va avoir la captation va faire l'objet d'un travail dont je ne doute pas qu'il sera remarquable, avec quelques dizaines de capsules, puisqu'on parle comme ça, qui permettront effectivement de reprendre l'essentiel. Et puis la suite, eh bien, les généreuses, maintenant vous avez la référence, voilà, la pétition des 1067, peut-être que ça, depuis le début de la réunion, le chiffre a changé, non? Voilà. Peut-être il faut continuer cette action d'ailleurs, peut-être. Moi j'ai proposé qu'on régionalise, qu'on parte effectivement que dans la presse régionale on en parle, que cette question qui a été posée, comment se fait-il qu'on soit premier au monde, effectivement que ça fasse l'objet, que ce soit plus connu, et puis que la réponse en termes d'action sur l'environnement soit plus connue, les actions menées dans les régions, dans les villes soient plus connues aussi. Voilà, c'est toute une dynamique à développer. Voilà, écoutez, je vous remercie. Voilà, et puis à suivre.